Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de mon podcast Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Aujourd'hui, on plonge dans le fameux IA Act. Elle est pas facile à dire celle-là, mais à force de répétition, on y arrive. IA Act, IA Act, IA Act. Et alors, IA Act, c'est un texte européen. Ça bouscule tout sur le front de l'intelligence artificielle. Enfin, ça va essayer de tout bousculer, parce qu'on va voir qu'on n'y est pas encore vraiment. Ça n'épargne pas les développeurs no-code que nous sommes. Ben oui, vous pensiez y échapper. Ça va pas être possible. Parce que vous pouvez parfois entendre dire que les lois sont faites pour les startups de la tech ou les géants américains. Eh bien, c'est tout à fait faux parce que tout le monde est concerné et en particulier notre communauté no-code. On est embarqué là-dedans et il va falloir de plus en plus prêter attention aux données que l'on fait collecter ou que l'on collecte soi-même, au traitement de ces mêmes données et surtout à l'injection des données dans les modèles de données des intelligences artificielles. En effet, le no-code, ça ne veut pas dire nos responsabilités et on voit ça, toi et moi, maintenant dans ce podcast. Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Mais tout d'abord, avant de lancer ce débat, on va poser un peu de contexte, toi et moi. Alors qu'en Europe, on tente un équilibre éthique, aux États-Unis, certains voient déjà ces règles comme une espèce de frein à l'innovation. C'est donc bien deux cultures, de l'IA, qui s'affrontent. D'un côté, une culture réglementée, qui protège les citoyens. De l'autre côté, une culture open bar, qui veut ériger le business comme la clé fondamentale. On voudra se situer ici, dans un camp, dans un autre, ou pas se situer, à chacun de librement penser ce qu'il veut. Pour autant, moi je vais vous donner une seule date, c'est le 2 février 2025, car à cette date, déjà, certaines interdictions de systèmes IA à risque inacceptable, on parle de la reconnaissance faciale par exemple, sont entrées en application. Et là, on parle aussi de sanctions. Ça peut aller jusqu'à 35 millions d'euros, 7% du chiffre d'affaires mondial, si on ne respecte pas cette réglementation. On comprend bien que des boîtes comme Meta, par exemple, ou OpenAI, sont pas forcément en faveur de la voir s'imposer, notamment sur le marché européen. Heureusement, nos petits chouchous, ils ont aussi des gros marchés, qui sont en Amérique, en Asie, en Afrique, et on va pas les priver plus que ça de leurs profits substantiels, voire astronomiques. Bon, bref, vous avez de la chance, parce que moi j'ai une petite casquette DPO, j'interviens chez certains clients en DPO externalisé. DPO, pour ceux qui ne suivent pas les acronymes, ça veut dire Data Protection Officer. Eh bien, ici, dans ce podcast, je vais tenter de vous décrypter vos propres responsabilités en tant que développeur no-code. Ça commence tout de suite, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? On en vient à ce nouveau tour de vis de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle. Le deuxième volet de l'IA Act entre en vigueur aujourd'hui. Il concerne cette fois les modèles à usage général comme ChatGPT. Parmi les mesures, on retrouve notamment le respect des droits d'auteur, la certification de l'origine des contenus, mais aussi l'interdiction de piller les données et de relayer des propos haineux. On en parle avec vous, Hubert Etienne. Bonsoir, vous êtes chercheur et entrepreneur, enseignant en éthique de l'IA à Sciences Po. Ce texte qui entre en vigueur aujourd'hui est considéré par les experts comme étant l'un des plus ambitieux au monde dans le domaine. Est-ce qu'il répond correctement, selon vous, aux problèmes que l'on peut rencontrer avec l'IA ? La parole est aux experts. Alors, merci de recevoir. Effectivement, la question, c'est celle de l'objectif. Et est-ce qu'il y répond bien ? L'objectif du texte, il est simple, de façon générale, c'est garantir les droits fondamentaux des Européens sur les outils d'IA. Donc, il y a un certain nombre de cas d'usage qu'on veut éviter, notamment autour de la reconnaissance faciale, de discrimination. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait scandale dans les précédentes années. On veut éviter ça sur le territoire européen. Comment est-ce qu'on s'y prend ? On s'y prend tout simplement en classant les différents types de modèles par dangerosité. Il y en a qui comportent des risques inacceptables, d'autres des hauts risques, des risques plus faibles. Et en fonction de ça, on va avoir des exigences qui varient selon le niveau de risque, mais aussi selon si vous déployez des outils ou si vous les développez. Donc de cette façon-là, c'est une approche qui est plutôt rationnelle, je dirais. Maintenant, à voir ce que ça donne sur les années à venir. J'ai choisi de citer Hubert Etienne, il est enseignant en IA et en éthique de l'IA à Sciences Po, parce que je trouve que c'est fondamental de poser le contexte sur cette notion d'IA, cette notion de risque, cette notion de placement de risque. Et pour nous, en tant que développeurs no-code,
c'est particulièrement très intéressant d'être averti, d'être acculturé et surtout de savoir déterminer le risque que l'on va prendre quand on fait des développements applicatifs, du scripting visuel. Pour ma part, j'ai découvert le no-code en 2019 et très vite, j'ai compris qu'on peut pas faire l'impasse sur la sécurité et la conformité. Lorsque j'ai démarré le développement d'applications no-code, je me suis retrouvé à discuter avec des DSI, avec des experts RGPD, avec des CTO, toujours pour m'assurer que les pratiques étaient carrées. Je devais même répondre à des plans d'assurance sécurité où il fallait que je démontre que les outils que je mettais en œuvre étaient conformes. C'est la raison pour laquelle je me suis très vite positionné sur la souveraineté et je n'en démords pas. C'est la souveraineté qui nous fait gagner des parts de marché. Concrètement, des pratiques carrées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'expliquer comment on gère les données, quelles sont les couches de sécurité que l'on apporte à ces données, et surtout, on démontre que l'on a bien obtenu les consentements des utilisateurs quant à l'exploitation des données, clairement qu'on leur a conféré les droits qui sont les leurs et qui sont bien définis par le RGPD. Et voilà, on est en 2025, l'IA Act débarque, et là, je me rends compte que c'est pas simplement un nouveau RGPD ou un texte qui va tout remplacer, non, c'est une couche réglementaire additionnelle qui amène ses propres exigences, toujours dans l'objectif de renforcer les utilisateurs, les consommateurs. Alors, même si on est déjà sensibilisé et surtout si on met en œuvre des bonnes pratiques autour de la conformité du traitement de la donnée, eh bien, on ouvre de nouveau un chantier, celui de la traçabilité des usages d'IA, avec ses obligations qui sont renforcées, notamment la documentation, des audits à anticiper, donc j'ai envie de dire simplement, on repart dans l'exploration. On remet sa petite casquette de Dora l'exploratrice et on y va à la recherche des textes, à la recherche des comportements, à la recherche des bonnes pratiques, protéger toutes ces données. On est des no-codeurs, on est des no-codeuses, on se dispense pas de prendre nos responsabilités et on montre au monde entier qu'on maîtrise le sujet et que ce sujet d'ailleurs, il est transversal, qu'on l'on soit dans le code ou dans le no-code. Concrètement, ça se passe comment? Vous savez, dans la plupart des cas, les données que vous allez charger dans votre outil no-code ou dans une fenêtre de contexte IA sont envoyées sur des serveurs externes. Parfois en Europe, mais bien souvent ailleurs, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou dans d'autres régions du monde. Vous ne savez pas forcément si l'éditeur ne vous donne pas la documentation, ne vous donne pas accès à cette documentation, comment ces données vont transiter. Globalement, comment j'observe le flux de données. Pour la faire simple, vous montez dans une voiture, on vous dit on va vous emmener dans un endroit ultra sympa, on vous met un bandeau sur la tête, on vous montre pas la route. Quand vous arrivez, vous dites waouh, c'est chouette, mais vous savez pas du tout par où vous êtes passé. Là, on va espérer que quand on fait passer les données, elles restent quand même sur des serveurs européens ou à minima si elles doivent être exportées d'Europe. Eh bien, pour autant, on le sait, on documente, on explique et on vérifie avec son client s'il est complètement d'accord et surtout, on est sûr qu'on a le consentement des utilisateurs finaux par rapport à cette route que l'on va faire emprunter. Sinon, on va chercher plutôt à travailler avec des outils européens. Et il y en a, je cite ici Mistral, je cite ici Audict, je cite ici Dust, je cite ici tout un ensemble d'outils qui sont totalement appropriés, conformes et surtout qui stockent et qui chargent les données sur des serveurs qui sont bien localisés en Europe. Je voudrais dire ici qu'en bonne pratique, pas être simple, pas se mentir, ça va être de demander des garanties quand vous développez par exemple un processus dans lequel vous branchez de l'IA avec de la production de données analysées à partir des données que vous injectez. Eh bien, vous allez essayer de demander des garanties aux fournisseurs de l'outil IA pour documenter vos flux de données. C'est votre meilleure protection pour vous, comme pour votre organisation ou celle pour laquelle vous travaillez. Prêt à les demander à Sam Altman qui documente les routes qu'il va utiliser pour transiter vos données, la partie n'est pas gagnée. Pour autant, no code, ça ne veut pas dire nos responsabilités. Bien au contraire, chacun doit devenir acteur et garant de ce respect du cadre légal, qu'il s'agisse du RGPD ou désormais de l'IA. On va pas balancer vos données à l'IA comme ça en plus. Sinon, coup de boule.
Prenons donc un cas concret, histoire d'illustrer tout ça. On est dans une entreprise, les équipes RH et marketing se sont mises à utiliser des plateformes de code pour intégrer l'IA générative et automatiser le tri de CV. Ou tout simplement générer des contenus personnalisés à partir d'une énorme CV Tech afin de mieux recruter pour des postes similaires par la suite. Globalement, sur le papier, tout ça c'est bien, c'est simple, ça a l'air de performer. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un au sein de l'équipe qui lève la main et qui va se dire au fait, qui c'est qui contrôle la qualité des résultats? Comment ça, qui c'est qui contrôle la qualité des résultats? Oui, est-ce qu'on est bien conforme avec les résultats qu'on obtient quand on fait l'analyse de CV? Et pour savoir ça, j'aimerais bien savoir quel est l'algorithme qui prend les décisions. Est-ce qu'on a bien le consentement des gens? Est-ce que c'est très éclairé pour pouvoir analyser les données de leur candidature? Et puis alors, si je rajoute la dernière couche, puisque là on parle de l'IA Act, est-ce qu'on est bien raccord avec toutes les exigences de transparence et d'auditabilité? Si demain on nous interpelle sur le sujet, on a la bonne documentation, on est capable d'expliquer les routes qu'on a fait prendre, et on est capable de démontrer que on n'a absolument pas divulgué des données personnelles, on a bien anonymisé, on a bien pseudonymisé nos patchs de données pour pouvoir nous assurer que tout ça correspond à la réglementation. Et là, si rien n'a été prévu ou moyennement prévu, c'est le blanc. Donc le premier des réflexes des équipes métiers, ça va être de se tourner vers le dev. Et si c'est toi le dev, eh bien, il va falloir que tu prouves, que tu donnes en tout cas, que tu apportes des éléments de jugement qui permettent à ces équipes derrière, qui vont se retrouver responsables du traitement, de pouvoir expliquer concrètement comment tout ça, ça a été construit et que comment tout ça surtout respecte la réglementation. Alors c'est mon petit cas d'usage qui peut paraître amusant, mais on va pas se mentir, aujourd'hui l'IA c'est un vrai outil de matching, très utilisé par les RH, et injecter des données personnelles dans le chat GPT, pour conclure, c'est pas forcément le top du top en matière de bonnes pratiques. Si maintenant je reviens à février 2025, la CNIL, notre CNIL, a publié de nouvelles recommandations pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle au travail, dans le respect du RGPD. Ces recommandations s'adressent, en priorité aux entreprises qui utilisent l'IA dans les ressources humaines, le recrutement, la gestion des performances ou la surveillance. C'est amusant, non? Parce que dès qu'un modèle d'IA traite de la donnée personnelle, que ce soit via des CV, des entretiens ou l'évaluation des performances, il doit respecter les principes du RGPD. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? On voit bien ici, encore une fois, que l'IA Act n'est pas un texte qui remplace le RGPD. Le RGPD, c'est fondateur. L'IA Act apporte des protections supplémentaires quant à l'usage que l'on fait de l'IA au sein de l'entreprise. Un vrai sujet qui m'intéresse, si vous écoutez ce podcast, si vous êtes RH vous-même, ou si vous êtes dans une entreprise de service RH, j'ai vraiment envie de partager un moment avec vous, un prochain podcast sur ce sujet, de prendre votre point de vue, votre expertise, n'hésitez pas à me contacter. Pour terminer le point, j'ai envie de dire, puisqu'on parle d'usage, on doit parler de transparence, et de transparence avec les candidats dont on collecte les données personnelles via les CV, ça me paraît juste nécessaire. Savoir expliquer comment les algorithmes vont influencer les décisions dans le recrutement et l'évaluation, ça me paraît être un droit fondamental. Si les données sont collectées sur des sources tierces, votre entreprise, ou l'entreprise en tout cas qui procède au recrutement, doit au minimum, à mon avis, encore une fois, fournir une information générale sur son site. Elle doit détailler les types de sources qu'elle utilise. Elle doit expliquer qu'elle a recours à l'IA pour procéder au matching.
Tout ça, ça me paraît juste du bon sens, et en tout cas de l'empathie vis-à-vis du candidat, de l'hygiène IA que l'on implique, et de démontrer qu'on est des leaders aussi dans le recrutement, parce que on a bien intégré l'IA et on sait l'exploiter avec la bonne connaissance qui est de la réglementation. Faut pas oublier que, pour rajouter une dernière couche, vous allez me dire, j'en ai des couches, le RGPD, ça garantit les droits d'accès, de rectification, d'effacement, le fameux droit à l'oubli. Vous savez, donc, déjà, rien que ça, c'est particulièrement compliqué à mettre en œuvre. Et alors, avec certains modèles d'IA, ça va être très difficile à corriger si vous n'avez pas pris les bonnes dispositions dès le départ. Gardez bien à l'esprit cette notion de droit. J'aurais envie de dire, la CNIL recommande d'anonymiser au maximum ces modèles. Ça permet justement d'éviter la mémorisation des données sensibles. Très concrètement, vous allez analyser des CV, peut-être que vous n'avez pas forcément envie de mettre le nom de Pierre Dupont directement dans le modèle IA avec lequel vous travaillez. Anonymiser, ça change rien à la valeur du candidat. Simplement, c'est pas son nom, c'est pas son prénom, c'est pas son téléphone, c'est pas son email, c'est pas son adresse s'il l'a mis sur le CV. Donc si ça, c'est une donnée qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir. Dans tous les cas de figure, anonymiser au maximum, ça vous permettra d'éviter de rentrer dans une problématique derrière de l'effacement des données, des modèles IA. Pourraient donc eux par contre faire réapparaître notre ami Pierre Dupont à des moments incongrus qui ne correspondent pas à sa vie à lui, mais qui peut servir de benchmark. Le coup de gueule. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ah oui, un dernier, puisqu'on parlait des sources tiers, c'est évidemment la collecte n'est pas illicite. Par exemple, on aura envie de CV d'aller récupérer de l'information sur le profil des candidats, sur LinkedIn, sur Indeed. Bon, encore une fois ici, c'est pas interdit, c'est pas illicite. Il faut simplement expliquer ce que l'on fait, expliquer pourquoi on va chercher ces données, comment on les réutilise, afin de respecter la finalité initiale, à savoir recruter le meilleur ou la meilleure candidate pour le poste. Si je reviens à la CNIL, concrètement, la conclusion qu'on peut dire, c'est que le RGPD reste bien adapté à l'IA. Les entreprises doivent être très vigilantes, notamment en termes de RH, cartographier les usages, anticiper les requêtes des utilisateurs, instaurer des solutions techniques. Ça fait des gros bullet points, et ça, traiter de manière conforme et proactive, eh bien, vous allez répondre à toutes les exigences de transparence et de droit individuel. Je l'ai dit, l'arrivée du règlement européen sur l'IA, ça accentue encore la nécessité d'un déploiement éthique et responsable de l'IA sur le lieu de travail. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? L'actu qui tue. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Je vais terminer le podcast par mon actu qui tue, et là je me base sur un article vraiment très récent de la rédaction du Monde Informatique. Ça a été publié au 5 août 2025. Et ça permet de comprendre que l'IA ne cible pas uniquement le no-code, ça serait trop facile, mais bien l'ensemble de l'écosystème IA en Europe, avec en tout premier plan les acteurs concernés qui sont les éditeurs spécialisés, les géants du web, ils sont carrément ciblés comme Google, les PME, les TPE, les organisations, les associations, les administrations publiques, bref, toutes les entreprises utilisatrices de l'IA et qui vont travailler de la donnée personnelle au sein de ces modèles de données. Je cite l'article. L'article dit très précisément « La législation vise à protéger les citoyens européens de l'emploi abusif de l'IA, quel que soit l'acteur concerné, public ou privé, start-up ou multinationale, fournisseur de la solution ou simple utilisateur. » Voilà, le cadre est posé. Il y a des IA qui sont totalement interdites, elles sont classées à risque inacceptable. On a parlé de la surveillance biométrique de masse au début de l'épisode. C'est clairement un vrai sujet. J'ai récemment travaillé avec un call center
sur un ensemble de paramétrages qui permettent d'améliorer la qualité de prise en charge des appels entrants sur le call. Il y a un paramètre qui ne peut pas s'appliquer en Europe, qui existe pour autant aux États-Unis, c'est l'expression du sentiment. Aujourd'hui, il est totalement interdit d'analyser une conversation pour en tirer des conclusions sur le fait qui, dans le cadre de l'analyse d'une conversation, permettrait de détecter en fait un trouble, un sentiment pas forcément très réjouissant, vous savez, le fameux attitude positive, yeah, wow, it's amazing, sur lequel on cherche évidemment à capitaliser quand on est aux USA. En Europe, ce paramètre-là, c'est totalement out, ce qui fait que ça engage l'éditeur américain à isoler ce paramétrage de sa solution quand il veut travailler avec des entreprises européennes. C'est le cas justement sur lequel je suis mobilisé en ce moment. Donc concrètement, adapter, suspendre des fonctionnalités, on vient de le voir, c'est un cas. Les autorités françaises et européennes qui commencent à vérifier la conformité active des systèmes IA, c'est ce qu'on apprend à la lecture de l'article. Des sanctions qui sont promises et qui sont très concrètes, puisqu'on parle de 35 millions jusqu'à 35 millions d'euros ou l'équivalent de 7% du chiffre d'affaires mondial en cas de violation. Ça parle, ça fait mal, ça tape au porte-monnaie. Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est quelle que soit la taille de la nature de ton entreprise, est-ce que tu es en conformité? Est-ce que tu sais identifier et mesurer les risques? Alors, pour terminer ce podcast, on va faire un petit quiz ici. Tu pourras prendre des notes, tu pourras y répondre, tu pourras m'envoyer tes réponses si tu veux. C'est parti, un quiz en 4 questions. Première d'entre elles, est-ce que tu sais exactement où partent tes données lorsque tu utilises un outil IA ou no-code? Est-ce que tu sais, pour la deuxième question, qui dans ton équipe a accès à ces données? Je passe à la question 3. Est-ce que tu peux expliquer en moins de 10 secondes comment est prise une décision par ton IA? Et enfin, question 4. Est-ce que tu as déjà lu ou écrit, encore mieux, une documentation de conformité cette année? Voilà, 4 questions. Je ne les répète pas, elles sont facilement réécoutables en passant ce petit extrait. Dans tous les cas de figure, si tu as hésité, ou si tu as répondu peut-être, je suis pas sûr, I'm not sure, à une seule de ces questions, c'est qu'il est temps vraiment d'identifier, de cartographier et de mesurer le risque que tu prends quand tu déploies de l'IA dans ton entreprise. Et pour terminer, pour aller plus loin que ce quiz, prends 60 secondes, une toute petite minute de ton temps. Fais la liste de tes outils IA. Pose-toi ta question. Quel risque pour moi, mon équipe, mes données? Et si, encore une fois, tu as envie de partager tes réponses et envie qu'on regarde ça ensemble, n'hésite pas, prends contact par le site internet, par la boîte mail, par la plateforme académique sur School. On est là, on est dispo et on adore collaborer en bonne intelligence avec toutes les personnes qui, comme nous, s'intéressent à la souveraineté des données. Voilà, le podcast est terminé. J'espère que vous avez passé un très bon moment. On se retrouve au prochain numéro et cette fois-ci, j'ai mon premier invité, c'est Christophe Train. C'est un expert de la neuroscience et de la vente avec le système vidéo. Il va nous parler vidéo et IA. On attend ça avec impatience. À très bientôt. Bonne journée, plein de soleil. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? L'actu qui tue. Mais qu'est-ce qu'on va devenir?
L'actu qui tue. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? L'actu qui tue. L'actu qui tue.